Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de faire un petit top de mes livres préférés chez la maison d'édition Pocket Jeunesse. J'ai envie de lancer ce genre de vidéos sur ma chaîne. C'est des vidéos qui sont assez courantes, qu'on voit un peu sur toutes les chaînes, mais voilà, j'ai envie de rajouter mon petit grain de sel, ma petite miette de pain, hein, comme on dit, on n'est pas de trop dans tout ça, voilà. Et de vous donner du coup la liste de mes Pocket Jeunesse préférés, mes préférés de chez préférés, qui sont sortis depuis quelques années ou qui sont récents, et j'ai décidé de choisir 13 livres, et du coup je vais aller du 13e livre au podium jusqu'au number 1, donc du coup on va faire ça de manière dégressive. J'ai eu envie de faire ça, de lancer un petit challenge. Je fais rarement des classements des livres que j'ai le moins aimé, le plus aimé, etc. Mais je me suis dit que ça serait hyper intéressant de le faire en vidéo, et puis que ça me rajouterait un petit challenge à cette vidéo, et puis comme ça je vous tease pour que vous restiez jusqu'à la fin afin de voir le number 1. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça me soutiendrait à mort, et à me laisser un petit commentaire en me disant si vous avez déjà lu certains des PKJ que je vais présenter, ou pas du tout, ou quels sont vous, vos PKJ préférés, n'hésitez pas, et si vous êtes trop timide pour commenter, eh bien vous n'avez qu'à mettre le 100. Vous savez, une espèce de 100, parce que du coup ça me fait très penser à un classement, peut-être ou peut-être pas, mais le 100, je vous le mets là de toute manière, le petit emoji 100. Voilà. Et c'est parti! En 13e position, on retrouve Le Roi Serpent de Jeff Zettner, qui est sorti chez PKJ, je dirais il y a peut-être 3 ans maintenant, 3-4 ans, ou peut-être 2 ans, non 3 ans, je pense 3 ans. C'est une lecture qui me tentait de par son résumé, et c'est vrai que j'ai été agréablement surprise. Quand je l'ai terminé, je me suis dit ok. Et en fait, il m'a travaillé, mais de longues semaines. Je l'avais en tête de longues semaines après. Il y a plein de choses qui se sont passées dans le livre en fait, qui m'ont énormément marqué et auxquelles je m'y attendais pas du tout, mais genre vraiment pas. Et il m'a fait quelque chose ce livre, je pourrais pas vous dire quoi encore aujourd'hui. Mais voilà, il est là, il est toujours là, il a survécu au gros tri de ma bibliothèque parce que c'est un livre qui m'a marqué et je peux pas m'en débarrasser parce que je pense que dans quelques temps j'aurai besoin de le relire, de me refaire une idée. Je sais pas, c'est un livre qui fait vraiment réfléchir. Dans cette histoire, on va suivre 3 adolescents qui sont en dernière année de lycée et on va suivre notamment Dill, qui est un garçon qui a beaucoup de problèmes personnels. Sa seule petite lueur d'espoir dans ce bas monde, en fait, ce sont ses 2 meilleurs amis. Et ses meilleurs amis auxquels il se raccroche très fortement, qui sont hyper différents de lui mais qui lui apportent tellement de lumière dans sa vie, ça lui fait un bien fou. Et malheureusement, Dill sait que ses meilleurs amis vont finir par partir à l'autre bout des États-Unis pour leurs études, et ça lui fait hyper mal au cœur. Surtout que voilà, il est pas encore vraiment conscient, mais il a des petits sentiments pour sa meilleure amie notamment, et ça le tue en fait qu'il y ait cette séparation qui arrive au fur et à mesure. Et en fait on va les suivre le long de leur dernière année au lycée, et en fait on va voir l'évolution de Dill, on va voir son évolution en bien, parce qu'en fait il lui arrivait tellement des choses horribles quand il était enfant, notamment avec son père et avec sa mère qui vit dans le déni. Enfin, je peux pas rentrer trop dans le détail pour pas vous donner trop d'informations non plus, mais c'est un livre assez dur par rapport à son enfance, que c'est hyper beau en fait de le voir évoluer, même si il arrive des choses horribles au cours de cette année, et on voit son évolution. En fait, le Dill qu'on voit au début du roman, si ça lui était arrivé, ce qui lui arrive au cours du roman, en tout début, il n'aurait pas eu la force de se relever, il n'aurait pas réussi. Et je trouve ça beau qu'en fait, il arrive petit à petit à faire face à ses démons au cours de l'année, à l'aide de ses amis, à voir des belles choses, et quand il lui arrive une épreuve finalement qu'il aurait pu appréhender, même si c'est difficile, il arrive quand même à se raccrocher à une lueur d'espoir, et je sais pas, je l'ai trouvé hyper beau. Alors il est très sombre, c'est un peu psychologique aussi, mais j'ai pris énormément de plaisir en fait à le lire, et il a été d'ailleurs best-seller je crois aux États-Unis, et je comprends pourquoi, parce qu'en fait il vous laisse pas indifférent, il se passe vraiment un truc en fait derrière, il y a un truc qui se passe derrière. Pendant que vous le lisez, peut-être que vous n'allez pas vous rendre compte, et puis quand vous allez le refermer, vous allez y repenser des jours durant et vous dire ah ouais quand même.
Et ça, c'est ce que j'aime dans la littérature, c'est que on s'attend pas forcément à des petites pépites comme ça, et puis bah on tombe sur ce genre de livres qui sont indescriptibles. On peut pas les mettre dans un classement, on peut pas les mettre dans un genre, mais on sait que ça va nous marquer. J'ai envie de vous présenter La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson. C'est un livre qui est très peu passé, je trouve, sur la blogosphère. J'en ai rarement entendu parler et je trouve ça hyper dommage parce que vraiment ce livre c'est une petite bombe, une petite pépite et je comprends pas du tout pourquoi personne n'en a parlé. Moi je l'ai reçu de la part de Pocket Jeunesse parce que je suis partenaire avec eux et Xavier qui est l'éditeur qui s'est occupé du livre nous a dit il faut absolument que vous lui laissiez une chance, il est absolument incroyable, etc. 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 Et je lui ai fait confiance et effectivement il est super. Faut vraiment se laisser porter par l'histoire parce que c'est vraiment une super histoire. En plus avec un personnage de couleur noire, donc franchement ça change, ça fait du bien, voilà, une héroïne racisée. On va suivre Tina, qui est une adolescente en fait qui survit plus qu'elle ne vit, parce que longtemps en fait elle vivait avec sa mère, qui était au service d'un... Alors dans le livre ils appellent ça un nabab blanc, qui s'appelle Monsieur Green Hill. Elle était à son service en fait, je crois en tant que domestique. Et elle s'est fait assassiner par Monsieur Green Hill. Et du coup, Tina qui a vu la scène s'est enfuie et s'est enfuie pour sa vie parce que voilà, elle voulait pas ensuite mourir. Mais elle s'est juré une chose en s'enfuyant, c'est de venger sa maman qui avait été assassinée. Et du coup, depuis elle se cache, elle survit. C'est une histoire qui se passe au Kenya si je dis pas de bêtises. Et elle survit sur les toits en fait qu'il y a dans la ville de Sangui. Elle essaye tant bien que mal de peaufiner une vengeance, mais c'est hyper difficile parce que ses conditions de vie font que bah elle est à la rue, déjà elle se démène pour survivre, pour trouver à manger, etc. Et un jour, il lui est proposé, j'ai envie de dire, l'occasion de se venger en fait de cet homme qui a assassiné sa mère. Du coup elle va se rendre dans cet ancien domaine où elle vivait et elle va se faire prendre sur le fait par le fils de Monsieur Green Hill qui s'appelle Michael et avec qui elle a grandi. Elle a des souvenirs d'enfance absolument heureux, en fait très très heureux. Et il va lui faire en fait une proposition qu'elle ne pourra pas refuser, mais il y a un petit doute qui va s'immiscer parce que c'est quand même le fils de son pire ennemi. Donc lui faire confiance, pas lui faire confiance, telle est la question. J'ai trouvé que c'était un livre hyper haletant avec beaucoup de suspense. C'est hyper compliqué de se rendre compte de la fin, c'est hyper compliqué de comprendre comment ça va tourner en fait pour Tina. Il y a plein de choses, il y a plein de rebondissements et... j'ai trouvé qu'il était hyper atypique, hyper original. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien du tout de ça. C'est juste un roman contemporain où on va suivre une adolescente qui fait tout pour survivre. Et j'ai trouvé ça hyper beau, hyper prenant. Et vraiment, je vous le conseille 1000 fois. Parce que je suis triste en fait qu'il apparaisse pas plus sur la toile, vraiment. En 10e position, je vous présente Killing November de Adriana Mater. Alors c'est une duologie qui est terminée chez Pocket Jeunesse. Je n'ai pas lu le tome 2, je n'ai lu que le tome 1. Donc du coup je vous le mets en 10e position parce que moi j'ai adoré le premier tome. J'ai cru comprendre que le tome 2 était un peu décevant, il faudrait que je me le procure et que je le lise pour vous en dire plus. En tout cas, pour ce premier tome, ça a été une vraie réussite. Dans cette histoire, on suit November qui, dès les premiers chapitres en fait, va être envoyée par son père dans un institut, une nouvelle école qu'elle va devoir rejoindre, qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas trop ce qui se passe, et son père l'a mis dans un pensionnat où en fait... les élèves apprennent plein de choses un peu bizarres qui lui paraissent vraiment chelous. Ils vont avoir des cours d'empoisonnement, ils vont avoir des cours de politique, bon ça encore ok, des cours de manipulation, des cours d'armes, de bagarres, etc. Enfin vraiment, ça va lui paraître hyper bizarre et en fait elle va comprendre au fur et à mesure que c'est une école hyper secrète et hyper élitiste où les clans très très puissants qui agissent dans l'ombre dans notre planète envoient leurs enfants pour qu'ils soient formés et qu'ils prennent la relève. Et du coup November elle va devoir se faire cette place dans l'école entre machination et vraiment complot. C'est hyper bizarre, il se passe plein de choses dans le livre et la pauvre November elle est pleine d'humour et elle arrive quand même à se faire une place, bien que dès le premier jour on essaye de la tuer et elle comprend pas trop pourquoi. Bref, c'est vraiment une super histoire que je vous recommande. J'aimerais vous en dire un petit peu plus parce que j'aimerais avoir lu le tome 2, mais je vais essayer de me le procurer pour finir cette duologie parce que ça serait bien. D'ailleurs je me rends compte que je l'ai oublié dans mes sagas en cours, comme beaucoup de livres d'ailleurs.
j'ai décidé de mettre Les derniers battements du cœur de Kelly York et Rowan Atwood. Kelly York, c'est une autrice qui est vraiment très représentée chez Pocket Jeunesse, mais moi je n'ai lu qu'un seul livre et c'est celui-là. Et le seul livre que j'ai lu d'elle, il m'a marqué comme jamais, mais vraiment, il m'a fait énormément pleurer. Il est hyper triste, hyper touchant, mais je l'ai adoré. Trop bizarre, genre j'ai vraiment souffert en lisant ce livre. Pour autant j'ai adoré, donc vraiment je suis pas nette je pense. On va suivre dans cette histoire deux adolescents. On a d'abord Luc et on a sa meilleure amie Evelyn. Luc, quand il avait 16 ans, il a fait une greffe de cœur parce que il était malade et il avait besoin d'un nouveau cœur. Et une inconnue du coup lui a offert son cœur et depuis il a pu vivre plus ou moins une vie normale. Et malheureusement 3 ans après, le corps rejette en fait cette greffe et il est à nouveau mourant. Et Evelyn, sa meilleure amie, elle aime Luc comme jamais, vraiment. Luc, c'est vraiment son rayon de soleil, c'est vraiment toute sa vie. C'est son meilleur ami, mais c'est aussi l'homme qu'elle aime, parce que même si c'est son meilleur ami, petit à petit, avec le temps, elle a développé des sentiments amoureux. Et Luc, il en a marre en fait de se battre et il décide de faire un road trip avec sa meilleure amie en lui disant écoute, on va se faire un road trip et puis on va aller dans un état où l'euthanasie est autorisée pour arrêter tout ça en fait et stopper cette douleur et stopper ma souffrance. Et Evelyn, elle accepte de l'accompagner en disant que peut-être elle lui fera changer d'avis et ils vont tous les deux partir en road trip et avoir des aventures absolument incroyables, inoubliables. Et Evelyn du coup va absolument tout faire pour le faire changer d'avis parce qu'elle ne voit pas sa vie sans lui. Voilà, c'est leur histoire et c'était hyper touchant en fait. Il y avait des messages pleins d'espoir et hyper beau. Vraiment ce livre il est beau, il est écrit d'une manière absolument magnifique et voilà, c'est un livre à 4 mains mais c'est un livre hyper beau. Il est pas très gros comme vous pouvez le voir mais il m'a fait ressentir beaucoup d'émotions et je l'ai encore en tête et il faudrait que je lise plus de livres de Kelly York. Mais j'ai eu tellement de mal à me remettre de celui-là que je me dis si à chaque fois que je lis un livre d'elle, je suis en PLS, mon dieu. Je vous présente Le jour où tout a basculé de Julie Buxbaum. Alors je vous présente celui-là mais j'aurais pu vous présenter n'importe quel livre de Julie Buxbaum. Vous savez que ma préférence va à 3 de tes secrets, mais de manière générale, j'aime quand même tous les livres de Julie Buxbaum. Il y en a 3 qui sont édités chez Pocket Jeunesse et j'ai aimé les 3. Les 3 sont différents, les 3 ont des thématiques différentes, mais les 3 sont hyper beaux, hyper cool, hyper trop bien. Bref, j'adore Julie Buxbaum. Là, j'ai envie de mettre l'accent sur Le jour où tout a basculé. Je crois que je vous en ai parlé dans un update lecture. J'essaierai de le retrouver. Dans cette histoire, on va beaucoup parler du 11 septembre 2001. Parce que notre héroïne qui est ici est appelée Baby Hope. Puisque le 11 septembre 2001, un cliché très célèbre a été pris où en fait on voit un bébé qui sourit je crois à l'objectif. Bref, un bébé qui sourit et ce bébé c'est elle et en fait elle a été le signe de l'espoir, le signe du renouveau. Pour elle ça a été hyper dur en fait à vivre cette situation parce que tout le monde la reconnaissait dans la rue, tout le monde l'appelait Baby Hope alors qu'elle s'appelle Abby en plus donc voilà super. Et c'est une situation vraiment qu'elle finit par fuir à l'adolescence parce que même si elle comprend en fait qu'elle est message d'espoir, elle veut juste être anonyme, elle veut juste une jeune fille normale. L'été de ses 16 ans, elle décide de devenir monitrice dans un camp un petit peu plus éloigné de sa ville d'origine, en espérant être tranquille avec des enfants et voilà qu'on l'embête pas. Sauf qu'à ce camp, elle rencontre Noah. Noah, c'est un garçon qui a perdu son papa le jour du 11 septembre 2001. Il a disparu, son père. Alors tout le monde pense qu'il est mort, mais lui, Noah, il est persuadé que son père est pas mort parce que sur un des clichés où justement on voit Baby Hope, eh bien on voit son père en arrière-plan qui va vers le World Trade Center. Et du coup, lui, il est persuadé que son père est en vie, qu'il lui arrive un truc qui a fait qu'il n'a pas pu revenir vers sa famille, vers lui et sa mère, mais il est persuadé qu'il est en vie. Et du coup quand il rencontre Abby, il se dit c'est le destin en fait qui me mène à elle et peut-être que grâce à son aide je vais pouvoir découvrir ce qui se passe pour mon père. Et il décide du coup de lui proposer de faire équipe. Alors elle est pas du tout d'accord parce qu'elle fait tout pour fuir cette situation et il lui dit écoute,
Vraiment c'est très important pour moi, je veux vraiment savoir ce que mon père est devenu. Et en fait toutes les personnes qui sont présentes sur la célèbre photo Baby Hope ont croisé son père et donc du coup peuvent aider éventuellement Noah à retrouver son père. Et il lui dit j'ai besoin de toi pour retrouver ces personnes sur le cliché et savoir ce qui s'est passé. Et est-ce qu'elle va accepter, est-ce qu'elle va refuser? Je n'en dis pas plus, voilà. En tout cas c'est une très très belle histoire. Julie Buxbaum c'est vraiment trouver les mots appropriés pour chaque situation. Et en plus de ça, il y a cette histoire, il y en a une autre qui apparaît dans le roman. J'ai pas envie de rentrer trop dans le détail, qui est hyper importante et qui soulève plein de questions. Enfin vraiment c'est Julie Buxbaum, du Julie Buxbaum tout craché. Je vous recommande ces livres à 100%. En 4ème position, on retrouve Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, sur ce livre, parce que j'en ai parlé dans un de mes derniers updates lecture. Je l'ai lu en début d'année et pour le coup c'est tout récent, donc j'ai pas trop envie de revenir dessus. Voilà, c'est une histoire pleine de surprises où il y a beaucoup d'énigmes en fait, où une jeune fille va du jour au lendemain devenir multimilliardaire alors qu'elle avait rien pour elle, parce qu'un vieux monsieur qu'elle ne connaît pas qui vit dans le Texas lui a légué toute sa fortune et elle comprend pas du tout pourquoi, parce que c'est une anonyme, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas de lien de famille, rien du tout, et elle va devoir emménager pendant 1 an dans sa maison et vivre avec toute sa famille, ce vieux monsieur qui est ma foi pas forcément très content, hein, cette famille est pas très contente qu'une anonyme hérite de tout l'argent. Donc voilà comment ça se passe dans ce roman. Moi je l'ai adoré. Je vous renvoie à mon avis sur mon update lecture parce que je pense que ça sera beaucoup plus détaillé. En 7ème position, je vous parle de la saga Je t'ai passionnément de Sarah Wolf. Je l'ai lu il y a un petit moment hein, maintenant, mais j'en ai gardé un super souvenir. C'est une trilogie où on va suivre 2 adolescents. C'est une romance enemies to lovers et c'est là où j'ai découvert la plume de Sarah Wolf et c'est là où je me suis dit le coup de foudre avec Sarah Wolf. J'adore cette autrice, elle est super. C'est une histoire où on va suivre Isis qui rejoint en fait un nouveau établissement et elle se met comme objectif d'être vraiment anonyme dans cet établissement parce que voilà, il lui arrivait des choses pas cool avant. Voilà, c'était une fille qui était anciennement obèse, qui était très moquée, qui a donné sa confiance hyper facilement. Et du coup, là, dans ce nouveau lycée où elle arrive, elle se dit que personne n'aura jamais son cœur, qu'elle ne donnera jamais sa confiance. C'est vraiment une fille qui veut être froide de l'extérieur, mais qui à l'intérieur est un vrai chamallow en fait, et qui est bourré d'humour et qui est complètement décomplexée, et elle a un caractère hyper fort qui fait qu'elle aime pas l'injustice, elle aime pas que les autres en fait souffrent, et c'est une héroïne très courageuse pour le coup. Et dans cette histoire, du coup, elle rejoint cet établissement. Et puis, dès le premier jour, en fait, elle se fait remarquer parce que y a un garçon qui s'appelle Jack qui était en train de harceler un élève. Et en fait, elle va prendre la défense de l'élève et elle va lui coller son poing dans la figure à ce Jack. Et c'est hyper drôle, c'est hyper bien fait pour le coup. C'est pas cliché, nunuche et tout, en mode « Ah, il tombe amoureux au bout des 100 pages ». Non, pas du tout, c'est hyper bien fait. Il y a 3 tomes quand même. Voilà, donc il y a le temps, voilà. Et je trouve que heureusement qu'il y a 3 tomes parce que du coup, ça nous laisse vraiment entrevoir toutes les facettes des personnages, tout l'éventail de possibilités aussi qu'ils ont, parce que voilà, il y a plein de choix qu'ils font, mais ils auraient pu en faire un autre et après ils se questionnent. Et c'est vraiment un livre, je pense, sur l'identité, sur les romances, sur la confiance en soi. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés qui peuvent être hyper importantes, comme le consentement, comme le harcèlement, comme les agressions sexuelles, comme l'alcool. Voilà, il y a beaucoup de choses, la violence, etc. Il y a beaucoup de choses dedans et c'est une trilogie vraiment que j'ai adorée, qui m'a fait hurler de rire. J'ai trouvé ça hyper drôle et je l'ai conseillé à des copines récemment. Une copine qui est même plus âgée que moi, qui a lu la trilogie et qui a adoré, donc je pense que c'est vraiment pour tout âge. Voilà, il suffit que vous aimiez les héroïnes qui ont un peu d'humour et un peu de folklore, et je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. En 6ème position, je vous présente La Carte des confins de Marie Réplin. Alors, je vais essayer de parler en toute objectivité puisque bon, Marie c'est mon amie, vous le savez, je l'ai jamais caché.
c'est un livre que j'ai lu avant qu'il soit édité. Et le premier jet que j'avais lu, j'étais complètement... Enfin, je l'ai lu en une journée. En une après-midi, j'ai lu toute l'histoire de Marie. Et je l'ai tout de suite trouvée hyper intéressante. Un truc de fou, plein d'idées et tout. Et vraiment, cette histoire, c'est un pirate des Caraïbes un peu revisité, où on va suivre une héroïne qui a trouvé en fait un compas marin enchanté. Alors quand je dis trouver, comprenez voler. Parce que Kali est une voleuse, elle a vraiment besoin en fait de ce compas parce que c'est la clé qui mène à la carte des confins. Et la carte des confins, c'est un monde où personne n'est jamais revenu, qui est complètement à part. C'est un monde incroyable, mais c'est pas la seule à vouloir ce fameux compas, hein. Il est recherché par beaucoup et il est surtout recherché par Blake, qui est un capitaine, un pirate intrépide et très audacieux, n'est-ce pas? Il a un objectif, c'est de rentrer dans la légende. Lui, il veut être le capitaine dont tout le monde se souviendra. Il veut être la personne à citer. Il veut vraiment rentrer dans l'histoire avec un H majuscule. Et il va réussir à convaincre Kali en fait de le rejoindre pour qu'ils fassent quête commune et qu'ensemble, du coup, bah voilà, ils essayent de trouver la carte des confins et ensuite ils essayent d'aller dans ce monde ensemble. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans ce roman, il y a beaucoup d'action. Si vous aimez les pirates, si vous aimez voilà, l'humour, etc., je pense que c'est un livre qui peut vraiment vous plaire et qui peut vous emporter. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, mais j'aimerais relire le tome 1 pour vraiment l'avoir en tête parce que je l'ai plus trop en tête, ça fait un moment maintenant. Donc j'aimerais relire le tome 1 et me lire le tome 2, mais j'avoue que je prends mon temps parce que je me dis qu'une fois que j'aurai lu le tome 2, bah, ça sera terminé, il n'y aura plus de carte des confins. Donc voilà, je le lirai dans les semaines à venir, mais je savoure. En 5ème position, nous avons Warcross de Marie-Lu. Donc c'est une duologie qui est terminée, qui est publiée chez Pocket Jeunesse. Et vraiment, cette duologie, c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Là, vraiment, avec la carte des confins, on rentre vraiment dans voilà, les pépites. Là, on est en plus dans le top 5. Donc c'est vraiment des livres que je vous recommande à 1000% et que je suis sûre qu'il pourrait vous plaire. Avec Warcross, on va suivre l'histoire d'Emika qui a 18 ans et qui essaye de survivre comme elle peut en tant que chasseuse de primes à Manhattan. Donc c'est un monde qui est un peu parallèle au nôtre, hein, voilà, dans une réalité différente où justement on a une technologie qui est beaucoup plus avancée et grâce à tes lunettes, en fait, on peut rentrer dans le virtuel, le monde virtuel et aller sur un célèbre jeu qui s'appelle Warcross. Et c'est un jeu vraiment qui fait sensation partout dans le monde parce qu'elle a beaucoup de dettes. Un jour, elle arrive en fait à hacker le système de Warcross et elle se fait repérer par le créateur du jeu qui s'appelle Hideo Tanaka. Et du coup il va la recruter et ils vont faire équipe, il va donner une mission très particulière parce qu'il y a quelqu'un en fait qui s'en prend à Warcross et qui met en péril tout son travail et qui met en insécurité les joueurs de Warcross. Warcross qui est vraiment un gros truc, hein. Il y a genre un Jeux olympiques de Warcross et tout, enfin c'est un truc énorme. Et c'est super bien, vraiment j'ai adoré cet univers où on mêle un peu la réalité avec cette espèce de virtuel et tout. Franchement c'était hyper bien fait. C'est là où j'ai découvert la plume de Marie-Lu et j'adore. J'ai 2 livres à elle dans ma pile à lire qu'il faut vraiment que je lise. Mais franchement une pépite, vraiment une pépite. En 4ème position, nous avons Heartless de Marissa Meyer. Voilà, Marissa Meyer, c'est une de mes autrices favorites, vraiment. Pour moi, il y a plusieurs autrices qui sont au top niveau. Voilà, on a Marissa Meyer, Sarah J. Maas et S.J. Kincaid. Et ben voilà, les 3 là, elles sont au même niveau. Pour moi, c'est des queens, les 3. Et Heartless, pour moi, c'est incroyable, c'est une véritable pépite. C'est une réécriture en fait plus ou moins dans le passé du conte d'Alice au Pays des Merveilles où on va suivre en fait la jeunesse de la Reine de Cœur. Et cette Reine de Cœur s'appelle Catherine, c'est une adolescente, elle vit un petit peu sous le joug de ses parents qui sont très ambitieux et qui veulent absolument la marier au roi de Cœur. Mais Catherine, elle n'est pas du tout intéressée par le roi de cœur. Elle veut pas du tout devenir reine. Elle veut ouvrir sa pâtisserie parce qu'elle adore la pâtisserie. Et elle est en plus amoureuse du bouffon du roi qui s'appelle Badin. Et ils veulent, elle veut absolument voilà, s'enfuir avec lui, après aller ouvrir une pâtisserie et tout, mais c'est très compliqué.
Donc ça va être son histoire et moi j'ai adoré, enfin ce livre je crois que je l'ai lu en 24 heures, top chrono, tellement il est trop bien. J'ai pas compris les avis comme quoi il se passait rien et on parle trop de pâtisserie ou je sais pas quoi. Moi je me suis pas du tout ennuyée, mais vraiment hein. Et je dis pas ça parce que c'est mon autrice préférée, vraiment pour le coup ça a été vraiment un gros coup de cœur et je le recommande toujours à tout le monde. Et je sais pas, moi j'ai adoré. Alors c'est un one shot en plus, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment foncez. En troisième position nous avons les Mortels Instruments. Alors du coup je vous ai mis les premiers tomes de chaque saga que j'ai lu. Donc on va avoir The Mortal Instrument, là c'est les ténèbres, qui est du coup la saga de base où il y a 6 tomes. On a ensuite bien évidemment la saga Origine où il y a 3 tomes qui se passent avant, on va être dans les années 1800. Et puis on a la saga Renaissance qui se passe 5 ans après la saga de base et on a 4 tomes, donc c'est 3 tomes mais le dernier tome est divisé en 2. Voilà, et pour moi c'est une saga pépite, vraiment pépite. À chaque fois je passe un moment de malade. Alors il faut savoir que le tome 1, je l'ai lu, je dirais il y a au moins 11 ou 12 ans. Ça fait un bail, hein. Franchement j'étais adolescente, j'avais au moins 17 ans, 16 ou 17 ans. Et bon bah franchement voilà, j'étais concernée entièrement par cette lecture. Mais ça a été un coup de cœur, j'ai adoré. À l'époque il n'y avait que 3 tomes de sortie. Oh la vache, vraiment. Non mais vraiment il n'y avait que 3 tomes de sortie, le 3e tome venait de sortir et je me souviens que vraiment j'adorais. C'était une saga qui m'a fait découvrir un monde incroyable et encore aujourd'hui quand je me plonge dans un The Mortal Instrument, je sais pas, le monde est tellement vaste, tellement bien fait, enfin c'est un peu de l'urban fantasy version adolescente que je vous recommande. Franchement j'ai pas d'autres mots, je vous le recommande. Il se passe plein de trucs, je peux pas vous décrire, je peux pas vous donner un résumé tellement il se passe de trucs dans cette saga. Il y a plein de personnages, c'est hyper riche et tout, enfin pépite, une pépite, voilà. En deuxième position, Hunger Games de Suzanne Collins. Bon, c'était forcé, je pense, que je parle de cette saga. Comme beaucoup de personnes, je l'ai lu, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, parce que ça, c'est des vieilles couvertures. Hein. En fait, pour être tout à fait franche, j'ai lu ça avant ça. Et quand j'ai fini Hunger Games, je me suis dit, je retrouverai jamais, plus jamais de saga aussi bien. Et après, bon, j'ai lu ça juste après et bon, j'ai eu de la chance. Mais ça surpasse quand même The Mortal Instrument. Je trouve que cette trilogie Hunger Games... Alors, je vais compter aussi le tome 4 qui est sorti il y a pas très longtemps, que j'ai adoré, moi, où on suit la jeunesse du président Snow. Franchement, je l'ai trouvé incroyable ce tome. Ça nous met vraiment dans l'ambiance des jeux, genre quand ils ont été créés, comment ils ont été créés, pourquoi ils ont été créés. On est vraiment dedans avec cette guerre, avec les districts et tout. Enfin, le tome 4 est incroyable, je trouve. Et celle-là, cette trilogie, c'est une pépite. Vraiment, alors, j'aime beaucoup les films. Je trouve que l'adaptation a été relativement fidèle quand même. Vraiment, les interprètes et tout, les acteurs, j'ai pas grand-chose à dire. Mais pour autant, quand je lis les livres, j'ai plus d'émotions que quand je regarde les films. En sachant que quand je regarde les films, je pleure. Hein. Je pleure dans tous les films. Je pleure dans le 1, je pleure dans le 2 et je pleure dans les 2 derniers. Donc voilà. Mais là, je pleure encore plus. Bon, je vais vous faire un rapide résumé, mais bon, je pense que cette saga est hyper connue. Voilà, on va suivre Katniss. C'est un monde dystopique où en fait les États-Unis ont été séparés en 13 districts en plus du Capitole. Et Katniss vit dans le district 12, qui est le dernier district et qui est le plus pauvre, puisque le district 13, qui était celui le plus éloigné, et en fait il a été détruit par le Capitole parce qu'il y a eu des rébellions. Et du coup le district 12 est le plus pauvre. Ils sont spécialisés eux dans leur district dans le charbon, parce que chaque district en fait a sa spécialité. Et voilà, c'est un district où il y a beaucoup de pauvreté, et Katniss, pour faire en sorte de faire survivre sa famille, elle va chasser, elle ramène du gibier, et c'est elle vraiment qui tient le sort de sa famille. Et quand je dis sa famille, c'est sa maman et sa petite sœur Prime. Et puis dans cet univers, tous les ans il y a les Hunger Games. C'est en fait un moyen de punir tous les districts qui se sont rebellés contre les Capitoles il y a 75 ans, ou 74e, non 74 ans. Et pour les punir en fait, ils organisent un jeu où des enfants, donc
tous ceux qui sont âgés de moins de 18 ans sont envoyés dans une arène, deux candidats par district. Ils sont tirés au sort, ils sont envoyés ensuite dans une arène dans le Capitole et puis ils doivent s'entretuer dans cette arène. Voilà, je pense que j'ai assez fait le résumé et si vous n'avez toujours pas lu Hunger Games, je vous invite vraiment à lire cette saga parce que même si vous avez vu les films, je pense que les livres vous apporteront beaucoup plus. Rien que la relation entre Peeta et Katniss, je trouve qu'elle est beaucoup plus approfondie en fait dans les livres et qu'il y a une véritable alchimie entre eux que je trouve beaucoup plus timide en fait dans les films. Ils ont un lien mais je trouve que le lien est très éloigné, très distant alors que dans les livres, bref. Trop bien. Mon top 1, c'est bien évidemment les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, c'est pas vraiment une surprise en vrai. Bon là je vous présente le premier tome qui est Cinder, mais il y a 5 tomes dans cette saga. On a donc la saga de base et puis on a le tome de Levana qui est une petite nouvelle qui se lit entre le tome 3 et le tome 4. On va être dans des réécritures de contes mais futuristes puisqu'on va mélanger à tout ça de la science-fiction. Le premier tome va être basé sur Cendrillon, donc Cinder, et c'est grâce à elle que tout va un petit peu commencer. Le deuxième tome, ça va être sur le petit chaperon rouge. Le troisième tome sur Réponse et le quatrième tome sur Blanche-Neige. Et il faut savoir que c'est pas des tomes qui sont indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire. Dans le tome 1, on va intégralement suivre Cinder et dans le tome 2, on va suivre à la fois Cinder et à la fois Scarlett, qui est le petit chaperon rouge. Et ça va être des points de vue qui vont s'alterner et en fait dans chaque tome, on rajoute un nouveau point de vue et pépite, c'est vraiment trop bien fait. Bon alors après... Moi je suis très sensible en fait à l'univers des contes, à l'univers des Disney, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle énormément. Pour autant, même si c'est pas quelque chose qui vous parle, je pense que vous pourrez apprécier parce que c'est des contes qui sont complètement revisités entièrement. Et on a pas mal de science-fiction quand même dedans. Je sais plus... Ouais, voilà, c'est ça. Ils disent que c'est un mélange de Star Wars et de Cendrillon. Et c'est un peu ça, je trouve, parce qu'on a une partie qui se passe un peu dans l'espace, notamment le tome 4, en fait, où on va suivre Winter. Et Winter, c'est une princesse lunaire, donc qui vit sur la Lune, puisque dans cet univers, en fait, nous avons notre planète, et puis on a la Lune, et en fait, il y a des lunaires. Sur la Lune, il y a des habitants qui ont des pouvoirs spécifiques, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire plier un peu la volonté de n'importe qui. Et les deux planètes ont plus ou moins un traité de paix, mais la paix, elle vacille un peu, hein, quand même, c'est assez léger. Et la reine lunaire, en fait, pour maintenir cette paix, souhaite épouser le prince Kay, qui est le prince de Cendrillon, voilà. Donc non, franchement il se passe trop de trucs, il y a des rebondissements sur rebondissements sur rebondissements. Les 2 derniers tomes sont incroyables, enfin... Pépite, vraiment, je pense que je ferai une vidéo spécialement consacrée aux Chroniques lunaires. Genre je sais pas, je vais les relire, je vais faire un vlog et puis après je ferai une vidéo. Parce que vraiment, je veux convaincre toutes les personnes qui regardent cette vidéo de lire les Chroniques lunaires. Et j'y arriverai, j'en suis sûre. Et bien voilà, mon top 13 Pocket Jeunesse est terminé. Bon, il n'y avait pas vraiment de surprise en soi. Si vous suivez mon contenu, je pense que le top 5... était assez prévisible quand même, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je pense que j'en ferai d'autres avec d'autres maisons d'édition. C'est vrai que les Pocket Jeunesse, j'en ai énormément parce que bah voilà, c'est une maison d'édition qui me suit depuis perpète les oies. Mais je peux faire avec d'autres maisons d'édition. Si vous voulez que je le fasse avec une maison d'édition en particulier qui vous intéresse et où vous pensez que vous pourrez découvrir des titres, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça au moins bah, je me concentrerai dessus. Voilà. Je vous fais de très gros bisous en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de très bonnes lectures et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.